Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 12 janvier 2022. Alors comme d'hab, aujourd'hui on parlera de Bitcoin, on parlera d'Ethereum également, et on parlera de One Harmony, donc qui est revenu pas mal en commentaire. Je vais en parler un petit peu, on va voir les objectifs de celui-ci, quels seraient les objectifs à atteindre, etc. Un petit peu comme on l'a fait hier sur Atom. Alors le Bitcoin, donc pattern de retournement, enfin de rebond, pardon, de rebond. faut faire attention. De rebond déclenché, donc c'est bien. Ça veut pas dire qu'on a le bottom ici, techniquement ce n'est pas encore un bottom, on est en train de développer un potentiel bottom qui n'est pas encore acté sur la chart, rappelez-vous, hein. Le bottom se formera lorsqu'on pourra avoir une structure de retournement, c'est-à-dire ici un W comme nous l'avions eu ici, pour l'instant toujours aucun W, donc pas de pattern de retournement, néanmoins, un sentiment qui s'est pas mal effondré. On peut voir aussi au niveau des spreads, je vois aussi sur Twitter un petit peu, je vois plus trop de charts bullish, enfin en tout cas moi personnellement j'en ai pas vu, j'en ai vu plutôt des bearish, ou oui ce rebond il est pas fou, ou oui mais attendez, hier Powell il a encore dit ça, donc ça je vais y venir, hein. Donc bon, comme vous l'avez vu il y a la semaine dernière il me semble, on se rapproche justement d'une fin d'impression monétaire pour le moment, moins de liquidité envoyée sur les marchés, stop du rachat des obligations, enfin stop de rachat d'obligations et également hausse des taux. Powell est revenu dessus hier, il a dit en gros, bah, il a juste confirmé ça, hein, qu'on allait arrêter tout ça d'ici le mois de mars, enfin pour le mois de mars c'est acté, et qu'ils allaient rehausser les taux. Il a juste ajouté une chose, et du coup le marché le prend bien, qui est les taux vont pas augmenter aussi fortement, enfin on n'est pas con, en gros voilà, ce qu'il a fait comprendre c'est on n'est pas con pour monter fortement les taux, ils vont monter mais progressivement, du coup ça le marché l'a bien pris. Donc c'est une bonne chose. Maintenant on attend les chiffres de l'inflation, est-ce que les chiffres de l'inflation vont être au-dessus de ce qui est estimé? Si les chiffres sont environ au niveau de ce qui est estimé, donc 7% de mémoire si je dis pas de conneries, ça va, les marchés vont bien le prendre. Et donc en gros on aura pricé justement le discours de Powell, ça y est les marchés l'auront pricé. La tendance reste haussière à long terme sur ce genre d'asset. Donc là, je parle du marché américain. Le marché américain reste haussier. Ils ont intérêt à ce que ça le reste, tout simplement. Et donc, si les chiffres de l'inflation sont proches de ce qu'on nous annonce, enfin en gros des estimations, ça va. Par contre, si c'est beaucoup plus élevé, là, ça devient problématique. Parce que lorsque les chiffres dans l'inflation sont extrêmement importants, quels sont les assets qu'on délaisse le plus? C'est généralement les valeurs tech. Il faut savoir que le Bitcoin, des moments, se comporte un peu comme un actif refuge, mais des moments sur... En fait, le Bitcoin a toujours deux étapes. Quand les chiffres sont dégueulasses et quand le marché US décline fortement, le Bitcoin suit. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tac, il mange sa purge, et ensuite on se dit, ah, mais en fait, le Bitcoin, c'est pas un bon actif pour l'inflation, et du coup, il se passe que, ah, bottom, et puis le Bitcoin, il repart. Et c'est ça, c'est une chose extrêmement importante à surveiller. Et du coup, c'est ça. Si les chiffres de l'inflation sont trop importants, on pourrait foutre un dernier coup de pression et se dire, ah, mais non, en fait, le Bitcoin, ouais, c'est vrai que c'est pas mal pour l'inflation, et du coup, venez, on en rachète. Enfin, c'est ça le discours derrière, en fait. Il y a cette culture de l'instant T sur le marché où on va pricer ça, et après, le bottom se pose généralement. C'est un peu comme au mois de mars, où ça commence à partir en cacahuète, etc. Le marché a pricé une grosse correction, et après, on s'est dit, ah, mais le Bitcoin, c'est vrai que c'est pas mal en temps d'inflation, et puis voilà, on a eu le gros rallye qu'on a connu. Également, il y a aussi une charte qui me permet de regarder un petit peu que font les investisseurs. Est-ce qu'ils sont plutôt en train de se couvrir dans l'inflation ou de la déflation? Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, vous avez ici justement le petit spread qui permet, donc le premium qui permet de voir si on se couvre de l'inflation ou de la déflation. Donc, il faut savoir que quand on est supérieur à zéro, on est plutôt dans un environnement où on cherche vraiment à se couvrir de l'inflation. Donc, c'est vraiment un risque. Quand on est dessous, ça va. On cherche plutôt même à se couvrir de la déflation. Mais c'est pas plutôt ça le plus important. On retire les valeurs, c'est comment se comporte la courbe. Quand on est dans une déflation, enfin en gros quand les traders se couvraient de la déflation mais qu'on retend vers l'inflation, c'est que les traders, les investisseurs tendent à se couvrir de l'inflation et à ce moment-là, le Bitcoin est un excellent asset pour ça. Comme on l'a vu, le Bitcoin performe très très bien pendant une période où les investisseurs vont chercher à se couvrir de l'inflation, à se hedger vis-à-vis de l'inflation. Est-ce qu'on va chercher à se couvrir de l'inflation? Et actuellement, quand le Bitcoin, ici, on était dans un environnement, pardon, où on cherche à se couvrir dans l'inflation, en tout cas, on retend vers les zéros, donc on retend vers l'inflation. Donc là, je ne parle pas des chiffres de l'inflation, je parle de ce que font les traders, ce que fait la smart money. Est-ce qu'elle cherche plutôt à se couvrir dans l'inflation ou non? Quand c'est le cas, le Bitcoin est beaucoup demandé, c'est ce qui fait que son prix explose. Quand on revoit des M ici, ça montre qu'on tend à se recouvrir de la déflation. En gros, ils ont déjà pricé que, ok, on a atteint des records d'inflation, donc ça sert plus à rien de tenter de se couvrir dans l'inflation. Non, l'inflation peut continuer à rechuter un petit peu. Et donc, on va retenter de se couvrir de la déflation cette fois-ci. Et donc, c'est pour ça que le Bitcoin ne fait plus grand-chose, qu'il est simplement dans un énorme range pour le moment, donc entre 60 et 30, entre 70 et 30, grosso modo, parce qu'actuellement,
bah, le marché, enfin en gros les investisseurs tentent plutôt de se couvrir de la déflation et le Bitcoin n'a plus trop d'intérêt dans cette phase, c'est pour ça qu'il range, la demande est un peu en mode pause. En revanche, si on vient péter le sommet ici et que on se met à faire ça, là ça voudra dire que oui, l'inflation est grossière et que les investisseurs vont toujours chercher à se couvrir dans l'inflation et c'est dans ces périodes-là que le Bitcoin performe le plus et le Bitcoin adore ceci. Par exemple, si vous prenez, comment dirais-je, vous prenez en gros 2019-2020, quand les investisseurs cherchaient à se couvrir de la déflation, le Bitcoin n'était pas recherché, le Bitcoin était simplement en train de consolider de son bear market. Et lorsqu'on a eu le signal, donc le Big W ici, qu'on cherchait à se recouvrir dans l'inflation, qui a performé énormément le Bitcoin. Ok. Donc encore une fois, des fois il n'y a pas des corrélations exactes, mais ça cherche vraiment, ça montre vraiment en fait que font les investisseurs. Est-ce que les investisseurs sont plutôt cherche un moyen de se couvrir dans l'inflation ou non. Quand c'est le cas, bah, Bitcoin, généralement, il performe bien, il aime bien ça. Ok. Donc je sais pas, est-ce que j'ai un autre exemple ou pas. Ici, je crois pas que j'ai assez d'historique normalement. Ok. Par exemple, ici, là, vous voyez là, quand ici, en gros, on était dans un environnement vraiment où vraiment les investisseurs vraiment cherchaient à se couvrir dans l'inflation, quand ça montre, rappelez-vous, c'est qu'on cherche à se couvrir dans l'inflation, le Bitcoin, il a fait quoi? Il a complètement explosé. Ensuite, on a cherché à se couvrir de la déflation. Bah, le Bitcoin, il a rien fait du tout. Il s'est même mangé un bear market, donc le bear market de 2013. Ok. Et le Bitcoin est un asset quand même assez récent. Mais il y avait déjà de la smart money. Hein. Dites-vous que Goldman Sachs est là depuis 2011 sur le Bitcoin. Donc c'est un truc à ne pas négliger. Et c'est pour ça que je regarde souvent ça, justement, pour me dire, ok, est-ce qu'on est dans un environnement inflationniste, déflationniste? Enfin, on sait. Mais que font les investisseurs? Est-ce qu'ils cherchent à se couvrir de telle ou de telle chose? Et le Bitcoin, généralement, répond assez bien vis-à-vis de ça, et de plus institutionnalise, plus ce sera le cas probablement. Et là, on le voit encore une fois, comment il pump quand on cherche à se couvrir dans l'inflation. En revanche, quand on cherche à se couvrir de la déflation, bah là, le Bitcoin n'a rien fait du tout. Déflation ici, enfin, on chute. Donc on cherche à se couvrir plutôt de la déflation. Bah, à ce moment-là, le Bitcoin ne fait pas grand-chose. Et là, c'est exactement pareil pour le Bitcoin en 2022, en 2021. Ou en 2021, on cherchait plus forcément à se couvrir énormément de l'inflation, puisqu'on n'a pas fait de nouveau sommet. Donc le Bitcoin a fait quoi? Bah, le Bitcoin, il range en fait, il fait pas grand-chose. Et maintenant, la question qu'on se pose, et c'est ce que je disais aux élèves tout à l'heure, donc là c'est plutôt une analyse pardon, axée long terme, c'est que le Bitcoin, il est juste en fait en train de consolider depuis plusieurs mois, et on attend de voir si ça va partir en M. Donc là, c'est pas un M très propre, mais bon, on pourrait considérer comme tel. Techniquement, non, le second sommet est plus haut, mais le message du marché, si on perd les 30 000, c'est que bah, on retracera plus, en fait, tout simplement. Et donc à ce moment-là, ça ouvrira les portes à venir chercher des zones de rechargement plus importantes, donc entre du 24 et du 14 000 dollars, ce qui peut ne jamais arriver, bien évidemment. Ou alors, on est simplement en train de préparer un énorme mouvement de continuation, c'est-à-dire ici W de continuation. Tout le monde s'attend en bear market, sauf que le marché prend un contre-pied, et là, le Bitcoin repart. Et donc, si les chiffres de l'inflation sont très importants, on va le pricer dans un premier temps, donc le marché peut chuter, mais ensuite on va se rappeler que mais le Bitcoin, les gars, il sert justement à ça. Le Bitcoin est un actif qui permet justement de se hedger vis-à-vis de cette inflation, de réduire son bag de cash et de tout simplement réduire son bag de cash avec des assets qui peuvent performer et nous faire gagner du pouvoir d'achat. Le Bitcoin sert à ça. Tout comme le gold peut servir à ça, tout comme les actions ensuite peuvent servir à ça. Et les actions, et les indices des actions servent à ça depuis des années maintenant. Dans un premier temps, on price, ça dump, et ensuite on se dit, ah, bah, les gars, il va falloir faire de l'argent, il va falloir rehausser le pouvoir d'achat, on fait ça grâce au marché, à l'immobilier, etc., etc. Donc ça, c'est un peu ma vision des choses. Donc si je vois au cours des prochaines semaines qu'on recherche et qu'on retend à se couvrir de l'inflation, pour moi, c'est clairement que le Bitcoin, en fait, continuera d'être haussier, peut-être pas en 2022, là, immédiatement, mais on aura un nouvel ATH du Bitcoin en 2022, très très probablement, si les investisseurs continuent de se couvrir de l'inflation. Donc je sais que c'est des termes un petit peu, enfin, c'est un concept un petit peu compliqué à comprendre, mais simplement vous regardez comment évoluent les obligations. Si les obligations sont bearish, techniquement le Bitcoin peut être bullish. Si les obligations sont bullish, le Bitcoin peut être bearish, voire être en range, comme ça l'est, comme c'est le cas maintenant. Donc c'est ce que je regarde personnellement. Alors ça on va quitter. Et du coup, techniquement le Bitcoin, il n'y a rien à dire de plus qu'hier, honnêtement, c'est ennuyeux. C'est ennuyant, tant qu'on ne rebascule pas sous les 39 600, techniquement objectif de rebond jusqu'aux 45 200 voire 46 700 dollars, donc continuer de pousser un petit peu au nord, tout simplement. Les spreads, c'est bon signe, hein, on a des spreads négatifs partout, Binance, OKEx, bon, neutre, FTX, négatif, neutre, Bybit, négatif, Deribit, négatif.
Donc on a un sentiment, en tout cas au niveau des contrats dérivés, la pression vendeuse est plus importante que sur le spot. C'est à ce moment-là généralement que les marchés se retournent. Maintenant encore une fois, il faut que la structure de marché prenne forme. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas. En revanche, si dans les prochains jours, semaines on voit ça, ok let's go, la situation n'a pas changé depuis hier. Je passe en 4 heures sur la chart ici. On a eu un début de divergence haussière, donc actuellement en 4 heures les acheteurs ont le momentum. Si on revoit du M se former, les acheteurs perdront le momentum et là les vendeurs vont tenter de recréer un mouvement baissier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ok, est-ce que ces vendeurs vont réussir à revenir péter le support et à continuer le mouvement baissier? Si on perd les 39.006, la réponse est oui, et à ce moment-là, on ira probablement se diriger vers la prochaine zone de support ou de stop à venir péter tout simplement, qui est donc au niveau des environ 37 000 $, 39 100, 37 700 $. Donc si on perd les 39 600, on se dirigera vers là-bas. Si on les perd pas et que on commence à consolider et que les gens continuent d'être bearish, c'est à ce moment-là qu'on pourra poser un bottom et tenter de revoir ce marché partir. J'ai fini pour Bitcoin, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire honnêtement. Je voulais ajouter quelque chose d'autre, c'est au niveau du marché américain. Non, la charte n'est pas ici, non plus. Le marché américain sera à surveiller. Si le marché américain dégringole aujourd'hui ou suite à à la publication des chiffres de l'inflation, que c'est vraiment moche et que ça déclenche un mouvement baissier assez fort sur le S&P 500, à ce moment-là, les cryptos vont probablement suivre et donc il faudra pas lutter contre la dernière vague, je pense, en liquidation, la dernière vague baissière tout simplement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le dollar index qui est pas trop bullish s'il perd les 95 540 points. Ça permettrait de faire M et retracement. Le Bitcoin aime beaucoup quand le dollar est faible, parce que le Bitcoin est évalué contre quoi? Contre le dollar. Donc quand le dollar est plutôt faible, généralement le Bitcoin peut en profiter. Quand le dollar index est fort, le Bitcoin est généralement faible ou il ne monte plus. Par exemple, le dollar index était très fort de début novembre jusqu'à fin novembre. Vous regardez Bitcoin de début novembre jusqu'à fin novembre, Bitcoin ne faisait rien. Il était sur son sommet, il dessinait son sommet. Ok. Alors que quand le dollar index est faible, le Bitcoin est plutôt fort. Donc ça à surveiller. Si cassure baissière et pattern de retournement ici, M-top, ça serait bon pour le Bitcoin, qui pourrait tenter de poser un bottom. Ce que je regarde aussi, c'est la smart money, comment elle est positionnée. La smart money, elle est encore plus positionnée en long qu'avant. Donc elle s'attend plutôt à ce qu'on fasse une continuation haussière au sein de ce range. Donc, qui pourrait mettre un petit peu de bâton dans les roues au niveau du Bitcoin, mais ça je surveille encore. La smart money peut totalement, pas dire totalement se tromper, mais la smart money peut réduire son exposition ensuite, parce qu'elle est déjà dedans depuis les bottoms, donc c'est pas grave si elle se trompe, on va dire, à ce stade du marché maintenant. C'est pas tellement dramatique. Tout comme ça pourrait juste être aussi chasse aux liquidités acheteuses, et derrière, hop, on repart. La smart money s'attend peut-être même à ça. Bon, ça à surveiller. Et également, ce que je surveille, c'est les momentum des actions qui tournent autour de la crypto. Bien évidemment de l'action Coinbase et aussi de l'action Riot et Mara, qui n'ont pas perdu les précédents creux qu'ils ont posés. C'est-à-dire qu'actuellement, Riot a toujours la possibilité d'instaurer un momentum bullish, chose qu'il n'a pas tellement réussi à faire précédemment. Mais si on le fait cette fois-ci, pour moi, ça voudrait indiquer justement que les momentum sont récupérés sur ce genre d'action et que les momentum baissiers vont s'arrêter aussi sur le Bitcoin très très probablement, parce qu'il y a une grosse corrélation. Ça appartient au même secteur. Riot est une entreprise qui tourne autour du mining. Donc ici, ils ont plutôt de si Riot redevient bullish, c'est que les investisseurs techniquement redeviennent bullish sur ce genre d'action et donc ils ont des intérêts à redevenir bullish sur le marché crypto en fait, et donc sur le Bitcoin. Et ça peut être justement des signaux intéressants. Mara est dans le même cas aussi ici. Si le W se forme, je me dirais que les momentum baissiers sont terminés sur ce genre d'action et donc que le Bitcoin pourrait commencer aussi à poser un bottom de son côté. Sachant que Bitcoin, lui aussi en termes de momentum, il rebascule de l'autre côté de la trendline. Rappelez-vous, ce qu'on veut voir, c'est des W. Lorsqu'on verra ça sur le Bitcoin, pareil, on aura fini les momentum baissiers, on retrouvera des momentum haussiers, et c'est à ces moments-là que les structures de bottom se posent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il faut faire très attention. Oui, on est sur une zone extrêmement importante, 39 000, 40 000 $. Oui, il y a un potentiel bottom qui peut se dessiner dans les prochains jours si la volatilité se calme, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Oui, on a eu une pattern de rebond. Moi, je dis une pattern, c'est une pattern une candle, hein, donc une reversal candle pattern. Donc en français, un retournement de pattern au niveau des bougies. Bon, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais c'est tout, sans plus. C'est juste une pattern de rebond. Et on commence par une pattern de rebond, ensuite les momentum suivent, et ensuite la structure de prix suit. Et si tout ça, ça se fait, ok, bottom, et à ce moment-là, ça ouvre les portes à des retracements type premier arrêt. Donc au minimum, ce qui voudrait dire que
On a une fenêtre de retracement si un bottom se pose ici, hein, au minimum dans les 50 700 $, et si plus, on pourrait même venir chercher jusqu'à 57 500, 62 700 $, voire faire un nouvel ATH si le Bitcoin reste aussi à long terme, ça y a pas de problème. Une chose dont je vous avais parlé aussi, mais ça je sais plus où est-ce que j'ai ça. Peut-être ici, non, à moins que j'ai quitté. Non, je n'ai pas quitté. Pour moi, vu les spreads négatifs qu'on se mange depuis des jours et des jours et des jours et des jours, en tout cas ici sur Binance, et ça commence à arriver sur les autres exchanges comme FTX, qui était le dernier, hein, qui lâchait pas l'affaire, Bybit avait lâché l'affaire, etc. Mais pas FTX, là FTX commence à lâcher l'affaire. Il y a de grandes chances qu'on vienne déjà bouffer les 52 000, mais surtout qu'on aille aussi au-dessus des 61 000. Ça, c'est un pur concept au niveau des contrats dérivés. Ça, en tout cas, c'est de mon expérience. Quand je vois des spreads aussi négatifs, on revient toujours bouffer les sommets de quand on a eu les spreads négatifs. Par exemple, ici on avait des spreads négatifs sur toute cette phase, on pouvait s'attendre au minimum à un retour au-dessus des 42. Donc on a poussé au-dessus des 42. Par exemple ici spread positif, ça on en parlait, il y avait de grandes chances qu'on retournait sous ce niveau des 53 000 $ pour venir chasser les liquidations et stops qui attendent. Donc là bon, il y a un mouvement assez violent, très violent même, mais là c'est la même chose, vu les spreads négatifs, de grandes chances de venir bouffer ces zones une fois que le bottom aura été trouvé, et potentiellement ces zones aussi. C'est juste au niveau des contrats dérivés, il y a beaucoup de stops et de liquidations à venir chercher. Le marché du Bitcoin évolue énormément en fonction de ce qui se passe sur les dérivés, donc pour moi, voilà, une fois que le bottom aura été posé, qu'il soit là ou plus bas, il y a de grandes chances de revenir au-dessus de ces niveaux, et au-dessus de ces niveaux, également, pas de forcément breaker la TH, mais en tout cas de retourner dans les 60 000 $, il y a de grandes chances. Donc, si on vend ici, par exemple, bah, techniquement, le professionnel va attendre tranquillement qu'on revienne là-bas, lui, s'il souhaite réajuster son risque et récupérer du cash sur ce marché. J'ai fini pour Bitcoin. Rapidement, Ethereum, ça n'a pas bougé non plus depuis hier, c'est pas fou non plus. Alors l'Ethereum, il est où? Il est ici, même pas tant de retournement que le Bitcoin, enfin de rebond, pardon, je vais y arriver. De rebond que le Bitcoin, tant que les 2900 $ sont tenus, on peut tenter de construire un bottom, hein, depuis cette pattern de rebond. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les spreads d'Ethereum sont comme sur le Bitcoin, c'est négatif partout. Binance, bon, ok, c'est redevenu positif légèrement. FTX négatif, Bybit négatif, Deribit négatif. Ce qui veut dire que la pression vendeuse est plus importante sur les contrats dérivés que sur le spot. Je le rappelle, c'est dans ces conditions de marché généralement qu'on pose des bottoms. Donc, ça veut dire que le bottom il est en train de se poser maintenant, c'est qu'en termes de temporalité, on est proche de ce bottom. Pas forcément peut-être en termes de prix, mais en termes de temporalité, oui. Et du coup, je reviens sur Ethereum. Alors, on avait vu ensemble que techniquement, l'objectif de rebond, donc de cette pattern de rebond, c'est entre 3005 et 3700 $. Si on arrive à s'affranchir ici des 3300 $, grosso modo. Donc, on se donnera un rendez-vous vers ces objectifs de prix si jamais. On poursuit le rebond, bien évidemment. Si on ne poursuit pas le rebond, que les 2907, bon bah vous savez hein, que la direction, c'est les prochains supports qui sont donc là-bas au niveau des 2700 $. Et le gros trou dans la value qui nous attend donc entre du 2800 et du 2300 $. Donc là-bas, c'est simple, si 2900 ça cède, ça ouvre les portes aller jusqu'à 2300 derrière. Et donc, dernière phase, je pense, de capitulation pour poser un big bottom là-dedans, courant janvier ou courant février. Ok. J'ai fini pour Ethereum également. Rapidement, Harmony. Alors, One, c'est un marché qui est haussier jusqu'à preuve du contraire. On peut pas le nier. Ok. Dynamique haussière, c'est-à-dire ici nous avons eu M-top, donc signe de top, inversé par nouveau W weekly. Je le rappelle, mais les meilleurs signaux d'investissement sont ces structures dans les zones de rechargement. C'est-à-dire qu'actuellement, un investisseur n'a plus trop intérêt à acheter du One ici. C'est un peu tard. Le dernier signal investisseur professionnel, en tout cas ce qui est enseigné dans l'école, c'était ici. Le W weekly dans la zone de rechargement, donc depuis la cassure des 9 centimes. Maintenant c'est tard, on ne court pas après un marché qui monte. Notre but c'est de chasser un marché qui est à plat. Les W weekly sont des marchés plats et donnent les signaux justement qu'ils redeviennent haussiers quand ce genre de structure se forme. Là c'est trop tard. Enfin je dis pas que c'est trop tard pour investir dedans, je dis juste que le signal professionnel a été donné bien avant, il a été donné ici au mois d'août. Donc là c'est vraiment... c'est courir après le marché en fait, voilà, c'est courir après le marché. Je comprends ceux qui ont les stratégies d'acheter de nouveaux ATH, hein, mais franchement c'est un peu tard. C'est un risque plus important que d'acheter dans les zones de rechargement. Si vous êtes investisseur, à ce moment-là, vous, la prochaine zone qui vous intéressera, et donc on l'a eu, hein, on l'a eu ici début décembre, c'était dans la zone de rechargement, entre 17 centimes et 11 centimes. Et bizarrement, on voit que le marché s'est stoppé dans cette zone de rechargement et que les acheteurs ont repris le dessus derrière. C'est ces zones qui intéressent les professionnels. Et également, quand on diminue l'unité de temps, bizarrement, quelle structure j'y vois? Je vois du W ici en pleine zone de rechargement, enfin légèrement au-dessus.
Ça, c'est extrêmement intéressant. Ok. Donc là, ce qui se dessine ici, ok, c'est pas bearish, mais pour un investisseur, c'est entré un petit peu tard. Sachant qu'on est où? On est dans une fenêtre de gestion du risque, c'est-à-dire là, on est en zone de rechargement de short. Les professionnels, ici, sont en train de se protéger d'un éventuel retournement de marché. Ok. C'est pour ça qu'il faut extrêmement se méfier de cette zone. En revanche, si on fait un nouvel ATH, on va voir les extensions de marché qu'on peut venir chercher. Donc à ce moment-là, je fais toujours une extension de 168 de 100%. Ce sera entre 52 centimes et 62 centimes. Encore une fois, à nouveau, privilégier les ventes avant les chiffres ronds. Par exemple, quel était le chiffre rond au-dessus de 38 centimes? C'était 40 centimes. Le marché s'arrêtait un petit peu avant. Si vous visez 50 centimes, ça vaut le coup peut-être de prendre profit à 48 ou 47 centimes ou 49, mais essayez de prendre profit avant les chiffres ronds. Pareil, si mon objectif c'est 1 dollar, j'essaie de prendre profit un petit peu avant, 95, 96 centimes, 93 centimes. Essayez de prendre profit avant ces chiffres ronds. Donc là, oui, si on fait un nouvel ATH, qu'on casse vraiment les 38 centimes, direction, il y a des probabilités de venir chercher entre 52 et 62 centimes. Je vais calculer ça d'une autre façon avec des extensions cette fois-ci. Et donc je prends le mouvement précédent, je prends le top, je prends le bottom précédent. Mouvement B égale CD nous ramènerait sur les 46-47 centimes. C'est aussi une zone de prise de profit. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est la zone des 55 centimes. Donc elle arrive dans la zone d'extension qu'on a vue. Et ensuite 67 centimes. Et si on fait un mouvement 2 fois plus impulsif que le mouvement de juin à octobre, à ce moment-là, objectif 80 centimes. Donc je vais citer un petit peu tous les objectifs haussiers. On va regarder le momentum. Avons-nous des signes de momentum négatifs? Pour l'instant, j'en vois pas tellement en weekly. On pourrait pousser la divergence, mais aucune divergence n'est actée ici. Et ici, pour le coup, également, on pourrait faire une divergence qui n'est pas encore confirmée. Le momentum peut toujours décider de partir en W. En revanche, si on a une faiblesse que le momentum faiblit ici, c'est pas bon signe. Sur des ATH, on veut pas avoir des divergences baissières. Ça veut dire qu'on perd de force à des cassures d'ATH, c'est pas fou. Donc pour l'instant, c'est potentiel. C'est une divergence qui n'est pas encore confirmée, tant qu'elle n'est que potentielle et rien de grave. Et quand c'est en potentiel, je mets en petit tiré ici. Ok. Donc là, c'est pour ça que je laisse en petit tiré. Quand elle est potentielle, ça va, rien de grave. Si elle se confirme, attention, on aura une perte de momentum assez importante. Et donc, la structure de top pourrait intervenir après. Donc vraiment méfiance ici. Hein. Au contact des résistances, méfiance, on est vraiment sur des résistances assez fortes. On peut les identifier au niveau des corps de chandelle ici. Vous voyez, le marché bute vraiment sur ces niveaux. Hein. Sur les 32, 34, on a du mal. Si ça breakout, les acheteurs ont gagné. Allons chercher un nouvel ATH. Je vais regarder du coup pour vous, au niveau des liquidités, enfin au niveau de ce qu'il y a dans l'order book. Comme on avait vu sur Atom, il y a des gros ordres qui attendent au niveau de l'ATH. On va voir sur One. Est-ce que j'ai des informations ou pas? Harmonie. Dommage, on n'a aucune information. Là, je peux pas vous trouver ça, c'est dommage, il n'y a pas la data. Donc dommage. Ça aurait été bien de pouvoir trouver ça. On ne peut pas trouver ça, donc c'est fortement dommage. Donc du coup, je n'ai plus grand chose d'autre à dire si je suis investisseur. La zone qui va m'intéresser. Par exemple, voilà, si on voulait recharger ici, on a déjà eu la zone de rechargement précédente, donc quelle est la nouvelle zone de rechargement? Si je veux acheter du One, que je le regarde de près, mais que j'ai pas envie d'acheter maintenant, et que j'ai pas envie de courir après le prix, à ce moment-là, la prochaine zone fortement intéressante, elle se trouve entre du 20 centimes et du 17 centimes. Ça veut pas dire qu'on va y aller, hein. On peut très bien ne pas y aller. Pour l'instant, il n'y a aucune raison d'y aller. Premier arrêtien, on peut continuer de faire de nouveaux sommets, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai pas envie de courir après le prix, et que je suis pas quelqu'un qui va absolument du one, je me dis ok, prochaine zone entre 20 et 17 centimes. Si bon, il y a une petite correction qui arrive et que je suis un petit peu chanceux, je peux en récupérer là-dedans, ce sera un bon prix en se protégeant ou les précédents creux par exemple. C'est une idée comme une autre, ok. Là on est plutôt... En fait le trade qui est pris actuellement c'est ok, je prends le pari qu'on va faire un nouvel ATH et donc je me positionne avant le breakout de celui-ci. Si mon pari réussit, tant mieux, s'il ne réussit pas, dommage. Et donc pour avoir un risque récompense intéressant, si votre pari c'est ça, je pense que ok, vous entrez sous la résistance ou au contact de celle-ci avec un stop je pense sous le précédent creux, donc juste ici, et à ce moment-là au minimum on essaye de targeter un 2 pour 1. Donc ici ce serait en gros j'entre ici, je me protège sous le creux, je target 46 centimes en termes de prise de profit. C'est pas du tout les stratégies personnellement que j'utilise, mais bon là c'est le seul trade que je vois rationnel, hein. J'essaye d'encadrer un trade assez rationnel avec un risque récompense assez intéressant pour essayer d'avoir des probabilités mathématiques de mon côté. C'est-à-dire que je m'expose pas bêtement, j'ai un plan, ok, je me positionne avant le breakout, si ça réussit, mon objectif c'est ça, si ça échoue, ma perte autorisée elle est ici, point final. Je ne suis pas quelqu'un qui a une boule de cristal qui va lire l'avenir, je suis plutôt quelqu'un qui a les statistiques de son côté, donc ici c'est plutôt
ce que j'ai essayé de faire. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura enseigné quelque chose, hein. Si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, pareil, vous pouvez le faire via les liens en commentaire. Le Patreon, c'est tard à ce stade du mois, privilégier les paiements en crypto-monnaie, donc tout ce qui est BNB, ETH, USDT. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à contacter un des professeurs qui sera connecté en haut à droite. Et également, vous avez la vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire pour savoir ce qu'on fait dans l'école. Et également une vidéo FAQ dans laquelle je réponds à toutes vos questions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je le répète encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée. Nous on se retrouve donc demain pour un prochain brief. Ciao ciao.